Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview en toute intimité avec Gaëlle qui a participé à l'épisode sur l'évolution des femmes qui sont dans des milieux d'hommes. Et cette interview a pour but de connaître un peu plus Gaëlle. Donc Gaëlle, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ton parcours, comment t'es arrivée dans le milieu de la finance? Est-ce que c'était une vocation? Est-ce que c'était un hasard? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je dirais pas que c'est une vocation. Naturellement, en fait, j'ai suivi mon cursus naturel. J'ai fait des études à l'université de finance. Et après, naturellement, j'ai fait mon premier stage en asset management, donc tout ce qui est gestion d'actifs. Et en fait, finalement, mon parcours, je l'ai construit. Ça a été une succession d'opportunités. Donc la finance, c'est hyper large, mais j'ai fait aussi bien de la gestion d'actifs que de la banque d'investissement, que de l'audit, slash un peu de conseil. Et je suis arrivée en fait en RSE après mon parcours de 6 ans d'audit. Et maintenant, je suis plus sur des financements de grands clients, de grandes entreprises, de grands corporates, sur la partie transition énergétique, donc le secteur de l'énergie. Ok, super. Du coup, ça te plaît toujours? Oui, ça me plaît. Je suis assez contente d'être là où j'en suis maintenant. Ouais. Top. Pendant l'épisode, du coup, on parlait du sexisme notamment dans le milieu pro dans lequel on peut évoluer. Toi, en l'occurrence, la finance et la banque, qui est un milieu très masculin. Tu as évoqué, plus que d'avoir vécu du sexisme, d'avoir vécu du racisme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et nous dire quelle a été en gros l'issue de cette situation, enfin de ces situations que tu as pu vivre? Les 2 fois où ça m'est arrivé, c'était des personnes en fait qui étaient au-dessus de moi. Au-dessus de moi, mais en fait finalement, dans un cas, je l'ai tout de suite remonté en fait à ma hiérarchie. Bah, c'était, je pense, très maladroit de sa part, de la personne qui a eu ces propos. Et j'ai eu un complet soutien de ma hiérarchie de l'époque où ils ont trouvé ça clairement inadmissible. Et pour le coup, la personne en question s'est excusée, en fait, tout simplement. Mais c'était une personne qui était en fin de carrière, un peu vieux jeu. Donc finalement, en plus, la consécration, c'est qu'il était censé faire un contrat et revenir en fait en tant que consultant pour notre entreprise et que au final, ils se sont dit qu'ils allaient tout simplement se passer de lui et qu'il allait partir à la retraite. Donc ça, ça a été une expérience où finalement, je me suis dit, quand on n'est pas bien et qu'il y a des choses un peu graves qui se passent, en parler, ça peut être bien. Et donc là, la réaction de mon manager de l'époque a été bonne, je pense, et je me suis sentie soutenue. Et quand ça m'est arrivé du coup une seconde fois, ça a été un peu l'inverse. Du coup, on a beaucoup minimisé le fait en me disant non mais c'est bon, il faut pas voir le mal partout. Cette personne, peut-être ne voulait pas dire ça ou quoi. Et en fait, si cette personne le disait et le pensait, et l'avantage c'était que c'était dans un environnement où j'allais être en présence de cette personne que pour une durée limitée. Donc du coup, j'ai pris sur moi. J'ai pas eu de soutien spécialement de ma hiérarchie. J'ai tenu. J'ai eu pas mal de limbago pendant cette période. Ça a été dur. Mais ça m'a forgé aussi. Je me suis dit, bon, voilà, dans la vie, il y a des moments où on peut informer sa hiérarchie, ça se passe bien, on se sent soutenu. Et il y a aussi un moment donné où c'est la vie. Il y a des gens qui ne comprendront jamais ce que c'est que le racisme, vont penser qu'on se victimise parce qu'on est une femme, parce qu'on est noir, qui vont jamais se mettre à notre place parce que ils sont blancs, femmes et hommes, parce que pour le coup, ma hiérarchie à l'époque, c'était pas un homme, c'était une femme. Et donc du coup, je pense que dans la vie, il faut aussi... ça a été des heures un peu compliquées pour moi. Mais maintenant, s'il fallait que je le refasse, je resignalerais. Et, euh, et voilà. C'est juste que la vie, c'est pas noir ou blanc. Il y a des zones grises et c'est ce que je disais dans l'entretien qu'on a eu tout à l'heure aussi, c'est que c'est une question d'adaptabilité aussi et que par moment, on prend sur soi. Et l'avantage, c'était que c'était une situation assez courte et que je savais que j'avais une porte de sortie juste après.
Je sais pas si j'aurais tenu, hein, si c'était sur quelque chose sur du long terme, etc. Du coup, quand tu es rentrée dans le milieu de la finance, tu as fait tes études, etc., est-ce que tu t'es déjà dit, effectivement, c'est un milieu majoritairement masculin, un milieu majoritairement blanc, il va falloir justement que je m'adapte tout le temps et je risque de subir des discriminations parce que je ne suis pas comme la majorité qui occupe ces fonctions? J'ai jamais abordé ce sujet-là par le côté négatif de il va peut-être m'arriver quelque chose. Donc bien sûr, la première chose qu'on te demande, c'est d'où tu viens. À passer le cap de dire je viens de Paris, qu'on te dit non vraiment Gaëlle, d'où tu viens, et que je dis que je viens de Guadeloupe, etc. Les gens vont toujours avoir un mot pour la Guadeloupe, sur le rhum, ou ce genre de choses. Mais passer en fait ces premières questions où au final, il y a des moments dans ma vie où ça m'a agacé qu'on me pose cette question. Mais j'ai jamais tourné la chose en se disant ah ça va être compliqué parce que je suis la seule femme noire. Non, ce qui m'a toujours un peu troublée, c'est que quand on arrive dans un endroit, vu qu'on est peu nombreux en tant que noir ou même en tant que minorité, je pense, on va avoir tendance un peu plus voilà à se checker. Par exemple, typiquement, on a déménagé dans des tours récemment. Et donc en fait, mon groupe, on a plein d'univers différents. Parce que ce que je vous disais, c'est qu'il y a de la banque d'investissement, mais il y a plein d'autres métiers et de fonctions. Et c'est marrant parce que effectivement, le lieu de rencontre des femmes, ce sont les toilettes. Enfin voilà, on tchatche, etc. Mais je me suis rendu compte que une fois, et ça m'avait marqué, je suis arrivée un matin un peu speed, pas spécialement envie de communiquer. Et donc, il y a une femme noire qui était dans les toilettes. Elle me dit, tout de suite, elle m'a demandé, mais tout mon pédigré, quoi. Qu'est-ce que je faisais là qui était mon boss. Enfin, voilà, tout un tas de questions. Et j'étais là, ok, d'accord. Enfin, je lui ai répondu et je suis partie en réunion. Et après coup, je me suis dit, ah, mais oui, je peux comprendre parce qu'en fait, elle était beaucoup plus jeune que moi. Je pense puisqu'elle m'a dit qu'elle était alternante, donc elle commençait en finance et qu'elle ne voit pas beaucoup de femmes noires. Et donc son réflexe c'était de me demander en fait tout mon pédigré. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, je regardais beaucoup les gens qui me ressemblaient. J'en voyais pas beaucoup, donc du coup j'ai vite arrêté de faire ça. Mais ça m'a fait sourire en fait après coup. Je me suis dit ah ouais c'est vrai que je comprends un peu sa réaction parce que effectivement on n'est pas nombreuses en fait. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'être une femme noire et comme tu dis, cette jeune fille qui se pose toutes ces questions, parce qu'en fait, elle en voit pas beaucoup des comme toi et du coup des comme elle, est-ce qu'avec le recul, tu as l'impression que tu portes peut-être une responsabilité particulière, que ça nécessite une adaptation particulière? Enfin, tu vois que ça représente plus que juste être une femme noire dans la finance, quoi. En fait, j'aurais pas la prétention de dire que je porte une responsabilité particulière là-dessus. Mais effectivement, on nous a éduqués pour se fondre dans la masse, en fait. C'est ça, de pas faire de vagues, d'être toujours poli, de s'adapter en fait à n'importe quel milieu. Il faut pas qu'on fasse de vagues. Donc, je pense que déjà, j'ai été beaucoup formatée là-dessus. Et donc, je vais pas avoir la prétention de me dire, ah non, mais attends, en tant que femme noire, à ce niveau-là, il faut que je sois comme ça parce qu'il y a des gens qui peuvent me regarder. Non, parce que sinon là, déjà que j'ai une charge mentale perso, si en plus il faut que je me dise que chaque fait et geste, je porte la responsabilité d'être la seule noire en finance, non, en fait, Non, sinon on vit pas, quoi. Et je pense que c'est pas réaliste en fait de penser comme ça. Et si des gens nous voient en tant que responsables d'une cause parce qu'on est noir, enfin. En fait, ces gens-là devraient aller littéralement en thérapie parce que, enfin, je peux pas non plus gérer ça non plus. Donc, mais je suis consciente que à notre échelle, notre parcours et le fait d'être à ce niveau-là, on peut être aussi une représentation pour certaines personnes, ouais, peut-être. Ouais. Tu as évoqué quelque chose dans ta réponse dont tu as parlé aussi pendant tout notre épisode tout à l'heure, c'est la question de la charge mentale. Donc toi, en tant que femme de 38 ans, qui évolue dans le milieu de la banque et de la finance, où toi, tu as un poste particulièrement, tu as toujours eu des postes en fait
avec beaucoup de pression, beaucoup de travail qui prennent beaucoup de temps et donc du coup de place dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es célibataire sans enfant. Euh, Concrètement, c'est quoi cette charge mentale? C'est quoi les injonctions que tu vis? Et comment tu arrives à t'en défaire, si tu arrives à t'en défaire? Alors, déjà, moi, une de mes premières charges mentales, c'est d'exceller. Enfin, voilà, j'ai grandi dans ça en me disant, en fait, Gaëlle, il faut que tu t'assumes, et donc il faut que tu aies un job qui te permette en fait de te gérer déjà toi de A à Z. Donc déjà, quand on grandit avec ça, ce bagage-là, donc quel que soit le poste que tu vas prendre, tu vas toujours vouloir avoir, sécuriser et cranter un peu plus quelque chose en te disant, bon, là, c'est bon. Là, normalement, s'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai mon filet de sécurité et c'est moi-même. Donc déjà, ça, c'est une première charge mentale. Et aussi, j'ai grandi en me disant, parce que j'ai grandi une grande partie de ma vie quand j'étais en phase de construction, j'étais avec une mère célibataire. Et ma mère, en fait, à la différence de moi, c'est quelqu'un, elle a pas eu la chance, en fait, de finir ses études. C'est quelqu'un de brillant, mais parce que j'étais là, en fait, au final, elle a dû réadapter sa vie en fonction de moi, me nourrir, etc. Donc, je pense que si je n'étais pas là, elle aurait pu faire une grande carrière et donc du coup moi intrinsèquement ou inconsciemment, je pense que je bosse aussi ma carrière parce que c'est un peu ce que je peux donner aussi à ma mère parce que quand elle entend que je change de job, etc., elle est super fière de moi. Et donc je pense que cette charge mentale là, je l'ai aussi pour ma mère parce que je sais que elle n'a pas pu le faire. Donc ça, je le fais aussi. Donc ça, c'est une deuxième charge mentale. Et après, il y a la charge mentale tout simplement aussi de la société, tu vois. Et la charge mentale de la société fait qu'on est une femme, qu'on doit se construire, qu'on a le cadre aussi familial, on doit se construire aussi à côté de ça. Et de, voilà, tu vois, faire tout ça. On est très émus là sur sur cette période-là, mais la charge mentale qu'on a en tant que femme de se construire et de se dire que on a cranté cette carrière, on l'a cranté pour soi, pour sa famille, mais maintenant en fait la société fait qu'on doit aussi, même si on a fait tout ça, on n'est pas assez bien parce que l'autre pan c'est il faut faire une famille, il faut être épanoui, etc. Donc il y a des moments où ouais, je me sens pas bien parce que je me dis ah ouais mais en fait t'arrives à tout ça, t'arrives à t'autogérer, mais encore une fois tu n'excelles pas sur un autre pan. Et c'est là où j'en veux un peu à la société en tant que telle, parce que même si on est nous-mêmes, on a beau être forte, on a beau essayer de s'autogérer soi-même, on va toujours être rappelé à notre utérus, excuse-moi, mais c'est le terme, et ton utérus, il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il se mette en action, parce que tant que on n'a pas d'enfant, on n'a pas un compagnon, on va estimer que toute cette partie-là qu'on a pu faire, elle n'est pas spécialement complète en fait. On n'est pas complète en tant que femme. Du coup, merci. Merci d'aborder tout ce sujet-là. Et compte tenu quand même du coup de toute cette charge mentale, en fait, qu'est-ce que tu dirais même à toutes les personnes qui nous écoutent, spécifiquement aux femmes qui potentiellement sont dans la même situation que toi, quoi. C'est-à-dire qu'on leur dit, bon, voilà, t'as une super carrière, c'est super, mais quelque part, on te fait ressentir que t'es pas totalement accomplie. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Honnêtement, la question est difficile parce que je pense que même moi, en fait, j'arrive pas encore tu vois, à trouver les mots. Par moments, il y a des jours où je me sens hyper confident, j'ai envie de le dire en anglais, hyper confiante, et que la vie est belle et que j'ai un vrai optimisme. Et je me dis, j'ai ma carrière, je me fais beaucoup de sport à côté, j'ai mes amis. En fait, j'ai plein de choses qui me comblent, ma famille, dans ma vie. Donc, il y a des jours où je me dis, waouh, voilà, c'est pas grave. Et il y a des jours où il y a un matin où tu te lèves, voilà, parce que tu as envie d'avoir quelqu'un aussi dans ta vie. Donc, forcément, j'ai envie de construire une famille, j'ai envie de tout ça. Donc, en vrai, je n'ai pas de conseils à donner en tant que tel, mais je pense que ce qui est important, c'est déjà de trouver un travail où honnêtement on se sente bien. Et ça n'a pas toujours été le cas dans ma carrière. Et quand je sentais que là, ça ne se passait pas comme je le voulais, je faisais en sorte de changer de poste. Et je pense que déjà, d'une part,
le temps qu'on passe au travail est tellement important qu'il faut savoir s'écouter et un peu comme les red flags qu'on pourrait avoir en amour, il faut se le dire aussi en amitié et au travail. Et donc, je sais qu'il y a des conjonctures, il y a des milieux où c'est pas facile de changer de poste. Moi, je suis dans un gros groupe, donc il y a des possibilités de mobilité. J'ai conscience que j'ai fait des études, j'ai un réseau, donc peut-être que ça va être plus simple pour moi de changer par moment. Mais vraiment, s'il y a un conseil à donner, c'est que il faut pouvoir être assez équilibré dans sa vie et on peut pas en fait vouloir avoir une relation saine, stable dans son couple, qu'on soit en couple ou célibataire, peu importe, avec nous-mêmes, si le temps qu'on passe, le plus gros temps qu'on passe, professionnellement parlant, on n'est pas bien. Donc déjà, un premier conseil, ça serait ça, de s'écouter même au travail, parce qu'on le dit pas assez souvent. En fait, c'est pas forcément un conseil, c'est qu'est-ce que tu aimerais leur dire parce que c'est peut-être ce que tu as toi-même besoin d'entendre. Voilà, c'est ça. Et que au final, ouais, en fait, la société fait que on a des injonctions. Et donc, il faut essayer de s'en détacher comme on peut. Et moi, la première, j'arrive pas à m'en détacher comme je le voudrais. Mais ça, je pense qu'il faut verbaliser. Après, moi, je suis de nature à verbaliser beaucoup. Ça m'aide beaucoup de verbaliser les choses. Je le fais aussi auprès de mes managers quand je me sens pas bien, mais quand je me sens aussi hyper bien. Je suis quelqu'un, voilà, je suis assez transparente, ce qui peut être un peu déstabilisant pour certains de mes managers. J'essaye aussi de le faire avec mes amis, avec mon entourage, les gens que j'aime. J'essaye beaucoup de verbaliser pour pouvoir aussi, c'est une question pour aussi arrêter cette suradaptation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on communique, si la personne en face comprend, elle va aussi s'adapter à nous et donc du coup, on a moins de choses à faire, je pense. Ça réduit un peu la charge émotionnelle et mentale. Exactement, Okay. exactement. Donc partir quand il y a des red flags et communiquer au maximum pour être moins seul à porter la charge. Ouais, exactement. Top. Merci beaucoup Gaëlle. Merci à toi Clémence. Et merci à toutes et à tous qui nous avaient écoutés. Suivez-nous, partagez si vous avez des réactions. On serait très contents de les avoir en commentaire pour discuter, continuer cette discussion avec vous. Et à très vite pour un prochain épisode.